Mon mari m'a proposé en échange lors d'une réception d'entreprise. Il a crié devant 40 personnes qu'il ne me supportait plus, que j'étais une ruinée, et a demandé qui voulait bien me prendre à sa place. J'ai ri avec les autres parce que je pensais que c'était une blague de mauvais goût. J'ai cessé de rire quand son patron a accepté immédiatement. Et j'ai cessé de respirer quand j'ai vu la panique s'afficher sur le visage de Géraud. Parce que ce n'était pas une blague. C'était le début de quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé que je découvrirais. Je m'appelle Éléonore Vassel. J'ai 48 ans, j'habite à Paris, et pendant 23 ans, j'ai cru que mon mariage était simplement monotone. Pas heureux, mais fonctionnel. Géraud travaillait beaucoup, je m'occupais de la maison, de notre routine, des apparences. Il m'ignorait. J'acceptais. Cela semblait le script naturel d'un mariage qui avait trop duré. Jusqu'à cette nuit d'avril, aux environs de Reims, quand tout s'est effondré devant des inconnus élégants tenant des coupes de champagne. La réception célébrait la fusion entre deux importantes entreprises du secteur financier. Géraud était tendu depuis des semaines, mais j'attribuais cela à la pression naturelle du travail. Réunion interminable, appel téléphonique qu'il terminait brusquement quand j'entrais dans la pièce. Regards qui fuyaient les miens chaque fois que j'essayais de demander si tout allait bien. J'ai enfilé une robe bleu marine discrète, attaché mes cheveux en chignon bas et me suis rendue à l'événement sans aucune attente autre que remplir le rôle d'épouse présente et agréable que j'incarnais depuis si longtemps. Le salon était immense, décoré de lustres en cristal qui réfléchissaient la lumière sur des tables recouvertes de nappes blanches impeccables. Les énormes fenêtres donnaient sur des vignobles illuminés par la pleine lune, créant une atmosphère d'élégance presque irréelle. Géraud m'a à peine parlé pendant la première heure. Il circulait entre les groupes de cadres, riait trop fort, buvait du champagne trop rapidement, et je reconnaissais ce comportement de loin parce que je l'avais vu tant de fois auparavant. C'était de la nervosité déguisée en confiance, de l'insécurité cachée derrière des sourires forcés et des poignées de main exagérées. Je suis restée près du buffet, échangeant des banalités vides avec des épouses d'autres cadres qui étaient également là uniquement parce que le protocole social l'exigeait, des conversations sur rien qui remplissèrent le temps sans laisser aucune trace réelle. Puis, il est monté sur une petite estrade improvisée près de la scène où un groupe jouait du jazz doux. Il a pris le microphone que le maître de cérémonie avait laissé là et la musique s'est arrêtée brusquement. Tous les regards se sont tournés vers lui. Et c'est à ce moment-là, sous les lustres brillants et devant 40 personnes qui représentaient tout ce qui comptait dans sa vie professionnelle, que Géraud a détruit ma vie à voix haute. Sa voix a résonné dans le salon avec un mélange d'ivresse et quelque chose qui ressemblait à du désespoir mal contenu. Il a crié en demandant qui là voulait échanger sa femme avec lui, parce qu'il ne supportait plus cette ruinée. Des rires nerveux ont éclaté dans certains coins du salon. Certains invités ont pensé que c'était une blague de mauvais goût typique de quelqu'un qui avait trop bu. D'autres ont immédiatement détourné le regard, gênés par la scène qui se déroulait devant eux. J'ai senti le sol disparaître sous mes pieds, paraître 23 ans de mariage résumés à un mot humiliant, jeté en l'air, comme s'il n'avait aucun poids, comme si je n'avais aucune valeur. J'ai essayé de sourire parce que cela devait être une blague. Cela ne pouvait être rien d'autre qu'une plaisanterie horrible dont il se repentirait plus tard. J'ai cherché un coin où je pourrais disparaître sans causer plus de gêne. Mais avant que je ne puisse bouger, une voix grave a tranché le brouhaha comme une lame. Alban Mircourt, le directeur régional et supérieur direct de Géraud, se tenait debout près de la table principale avec un verre de vin rouge à la main. Il avait une 50aine d'années, des cheveux grisonnants impeccablement coiffés, un costume italien taillé sur mesure qui coûtait plus que toute ma garde-robe. Il a levé son verre dans la direction de Géraud avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux et a dit qu'il acceptait l'échange, que cela pouvait être quand Géraud voulait. Le salon s'est figé. Il n'y a plus eu de rire. Seulement un silence épais, lourd, suffocant qui semblait aspirer tout l'air disponible. Et c'est dans ce silence absolu que j'ai vu quelque chose d'impossible à ignorer. Le visage de Géraud n'a montré ni soulagement, ni amusement. Il n'y a plus eu de sourire ivre. Ce qui est apparu était de la terreur pure. Ses yeux se sont écarquillés comme ceux de quelqu'un qui vient de réaliser qu'il a commis une erreur irréversible.
Sa main a tremblé si fort que la coupe a failli glisser de ses doigts. Il a ouvert la bouche en essayant de dire quelque chose, mais aucun son n'est sorti à part un bruit étranglé qui ressemblait plus à un gémissement de panique qu'à un mot articulé. Alban a continué à sourire. Il a légèrement incliné la tête comme quelqu'un qui vient de remporter une partie d'échecs que l'adversaire ne savait même pas qu'il jouait. Puis il s'est retourné calmement et a quitté le salon sans hâte, laissant derrière lui une traînée de regards confus et de chuchotements étouffés qui ont commencé à grandir, tandis que les gens essayaient de traiter ce qui venait de se passer. Géraud est descendu de l'estrade en trébuchant légèrement et m'a tiré par le bras avec une force qu'il n'avait jamais utilisée auparavant. Il a dit que nous devions partir immédiatement, sans donner aucune explication, sans s'excuser, sans même me regarder dans les yeux. Nous avons quitté cette réception comme des fugitifs expulsés d'un pays en guerre. Il a conduit dans un silence absolu pendant les 2 heures jusqu'à Paris, les jointures blanches tant il serrait le volant, la mâchoire crispée dans une tension qui semblait physique. Il n'a pas dit un seul mot. Il n'a pas essayé de se justifier. Il n'a pas fait semblant que rien ne s'était passé. Il est simplement entré à la maison quand nous sommes arrivés, s'est enfermé dans son bureau et y est resté jusqu'au lendemain matin. Et je suis restée seule dans le salon obscur, assise sur le canapé où tant de fois j'avais attendu après des dîners d'entreprise, sentant que quelque chose de beaucoup plus grand qu'une humiliation publique venait de se produire. Quelque chose que Géraud savait, quelque chose qu'Alban savait, quelque chose que moi seule ne comprenais pas. Cette nuit-là, allongée dans le lit vide, en écoutant le silence pesant de la maison, j'ai réalisé pour la première fois en 23 ans que mon mariage n'avait jamais été une question d'amour, ni de convenance. C'était autre chose, quelque chose d'enterré si profondément que même moi je ne savais pas que cela existait. Quelque chose de dangereux. Et Géraud venait de le déterrer devant tout le monde. Je n'imaginais simplement pas que cette phrase idiote criée lors d'une réception d'entreprise allait révéler 23 ans de mensonges construits sur mon propre nom, sur ma propre signature, sur ma propre existence, qui n'avait jamais vraiment été la mienne. Vous remarquez quand tout change, mais vous ne savez pas encore pourquoi. J'étais sur le point de découvrir que toute ma vie avait été un mensonge soigneusement construit, et que j'étais la seule à ne pas le savoir. Si vous avez déjà senti que quelque chose n'avait pas de sens dans votre propre vie, restez avec moi. Parce que ce qui s'est passé dans les jours suivants n'était pas une coïncidence. C'était une révélation. Avant de continuer, je veux vous demander quelque chose. Si cette histoire vous touche d'une manière ou d'une autre, si vous reconnaissez cette douleur ou si vous avez vécu quelque chose de similaire, laissez un like ici et commentez d'où vous m'écoutez en ce moment. Savoir qu'il y a quelqu'un de l'autre côté me donne la force de continuer à raconter cela. Parce que revivre ces souvenirs n'est pas facile, mais cela doit être dit. Géraud a recommencé à agir normalement le lendemain, ou du moins à essayer de créer cette illusion. Il a pris son café en silence en faisant semblant de lire le journal, a enfilé le costume gris qu'il portait tous les lundis, a embrassé mon visage distraitement avant de partir comme si ce geste automatique effaçait tout ce qui s'était passé la nuit précédente. Comme s'il ne m'avait pas appelé ruiné devant 40 personnes. Comme si le regard de panique absolue face à la réponse d'Alban de Mirecourt n'avait jamais existé. Mais j'avais vu. Et je ne pouvais pas dévoir cette expression. J'ai passé toute la matinée à essayer d'organiser la maison, plier des vêtements, nettoyer des surfaces déjà propres, n'importe quoi pour occuper mes mains et mon esprit, mais mes pensées revenaient toujours à ce moment figé dans le temps. Sa phrase, la réponse d'Alban, la terreur sur le visage de Géraud. Rien de tout cela n'avait de sens. Si ce n'était qu'une blague d'ivrogne qui avait mal tourné, pourquoi cette peur? Pourquoi cette urgence désespérée de fuir le salon? Pourquoi le silence absolu dans la voiture pendant 2 heures? J'ai appelé ma sœur Solène, qui habitait à Bordeaux. Je lui ai tout raconté. Chaque détail, chaque mot, chaque expression dont je pouvais me souvenir. Elle était furieuse d'une manière que je voyais rarement. Elle a dit que c'était une humiliation publique inacceptable, que je devais confronter cet imbécile immédiatement, que 23 ans de mariage ne justifiaient pas ce genre de comportement. Mais je l'ai interrompue parce que ce n'était pas seulement une question d'humiliation. Il y avait quelque chose qui n'allait pas, quelque chose de bien au-delà de la honte publique.
Elle aurait dû voir son visage quand Alban a accepté l'échange. Il était terrifié d'une manière qui n'était pas normale. Ce n'était pas simplement de la gêne sociale ou le regret d'un ivrogne. C'était la panique de quelqu'un qui vient de réaliser qu'il a commis une erreur sans retour possible, qu'il avait ouvert une porte qui n'aurait jamais dû être touchée. Solène est restée silencieuse quelques secondes de l'autre côté de la ligne. Puis elle a soupiré et dit quelque chose qui a continué à résonner dans ma tête les jours suivants. Elle a dit que, si je pensais qu'il y avait quelque chose d'étrange, alors il y avait probablement quelque chose, parce que je connaissais Géraud mieux que quiconque. Mais elle m'a averti de faire attention, parce que parfois découvrir la vérité fait beaucoup plus mal que vivre dans l'ignorance confortable. J'ai raccroché sans pouvoir répondre, parce qu'elle avait raison. Je connaissais Géraud. Je connaissais ses silences calculés, ses esquives répétées, ses peurs déguisées en indifférence. Et pour la première fois en 23 ans, j'ai réalisé que je n'avais peut-être jamais vraiment rien connu au-delà de la surface qu'il me permettait de voir. 3 jours plus tard, alors que je préparais le dîner que je savais qu'il ne viendrait pas manger, j'ai reçu un message sur mon portable. C'était d'un numéro inconnu, sans nom, sans photo de profil, sans aucune identification. Juste une phrase courte tapée avec une précision chirurgicale qui a glacé mon sang. Le message disait de demander à Géraud au sujet du dossier Reims et de demander pourquoi il avait eu besoin de mon nom de famille. J'ai relu ces mots 5, 6, 7 fois en essayant de comprendre ce qu'ils signifiaient. Dossier Reims ? Mon nom de famille ? Vasselle était mon nom de jeune fille que j'avais gardé après le mariage. Géraud avait toujours insisté pour que je ne le change pas, disant que cela sonnait plus élégant, plus approprié pour les cercles d'affaires où il évoluait. J'avais trouvé cela étrange à l'époque, parce que la plupart des hommes préféraient que leurs femmes adoptent leur nom. Mais je n'avais pas questionné. Après tout, beaucoup de femmes en France gardent leur nom de jeune fille, et cela semblait juste être une de ses préférences. Mais et si ce n'était pas une question d'élégance? Et si c'était une question de nécessité? Et si mon nom avait une valeur que j'ignorais complètement? J'ai essayé de répondre au message en demandant qui était cette personne. Mais le message n'a pas été délivré. Le numéro était désactivé ou bloqué, ou peut-être n'avait jamais vraiment existé. Je suis restée immobile dans la cuisine avec le téléphone dans mes mains tremblantes, sentant pour la première fois depuis cette réception que je n'étais pas folle. Que quelque chose de réel et de concret se passait sous la surface de ma vie. Et que quelqu'un, quelque part, voulait que je sache. Quelqu'un me poussait vers la vérité. Quand Géraud est rentré ce soir-là, tard comme toujours, je l'attendais dans le salon avec les lumières éteintes. Il est entré, a posé sa mallette près de la porte, a desserré sa cravate sans me regarder et s'est dirigé directement vers le bar du bureau. Je l'ai observé se servir un whisky en double dose sans glace et tout boire d'un trait. Puis un autre. Et un autre. Sa main tremblait légèrement en tenant le verre. Je me suis approchée lentement et j'ai dit son nom à voix basse. Il n'a pas répondu. Je l'ai répété plus fort en disant que nous devions parler. C'est alors qu'il a finalement levé les yeux vers moi, et ce que j'ai vu dans ce regard m'a complètement glacée. Ce n'était ni de la colère, ni de la honte. C'était de la peur pure, primitive, viscérale. Il a dit que nous n'avions rien à nous dire, absolument rien, et sa voix est sortie tranchante et dure d'une manière que je ne reconnaissais pas. J'ai pris mon téléphone et lui ai montré le message sur le dossier Reims. J'ai demandé ce que c'était, ce que cela signifiait. Géraud s'est complètement figé. C'était comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton pause au milieu d'un film. Ses yeux se sont fixés sur l'écran du téléphone. Ses lèvres se sont légèrement entr'ouvertes. Puis, il a arraché le téléphone de ma main avec une violence que je ne lui avais jamais vue en 23 ans. Il a crié en demandant où j'avais obtenu ça, qui m'avait envoyé ce message, comment j'étais arrivée à cette information. J'ai dit que je ne savais pas, que c'était un numéro inconnu, que j'étais aussi perdue que lui semblait l'être. Il a relu le message plusieurs fois comme s'il cherchait quelque chose de caché entre les mots. Puis il a jeté le téléphone sur le canapé et s'est passé les mains dans les cheveux avec force, respirant lourdement, les yeux fermés dans une expression de désespoir que je n'avais jamais vue. Quand il a rouvert les yeux, il a dit mon nom à voix basse, presque suppliante. Il a demandé que je ne cherche pas, que je n'enquête pas, que je laisse cela tranquille. J'ai demandé chercher quoi,
enquêter sur quoi, de quoi il parlait. Il s'est approché, a posé ses mains sur mes épaules et m'a regardé directement dans les yeux avec une intensité effrayante. Il a dit que si je continuais à fouiller, j'allais tout détruire, absolument tout ce que nous avions construit ensemble, tout ce que nous étions en tant que couple, toute notre vie. J'ai reculé instinctivement parce que ce n'était pas la voix de l'homme que j'avais épousé. C'était la voix de quelqu'un de désespéré, acculé, terrifié. J'ai demandé quelle construction, quelle vie, parce que pour moi, il semblait que nous n'avions rien construit d'autre que des mensonges et des apparences. J'ai dit qu'il m'avait humiliée publiquement, m'avait offerte comme objet d'échange, m'avait appelée ruinée devant des inconnus, et maintenant il me demandait de ne pas poser de questions. Il a baissé la tête et a murmuré que cette nuit à la réception avait été une erreur. J'ai demandé si l'erreur avait été de dire la vérité ou simplement de l'avoir dite à voix haute. Il a relevé les yeux et a répondu que l'erreur avait été de parler, qu'il n'aurait jamais dû ouvrir la bouche, parce que maintenant Alban savait des choses qui auraient dû rester enterrées pour toujours. J'ai demandé ce qu'Alban savait. Mais Géraud n'a pas répondu. Il a simplement pris sa veste, les clés de la voiture, et est sorti de l'appartement en claquant la porte si fort que les cadres au mur ont tremblé. Je suis resté seul dans le salon obscur, sentant mon cœur battre si fort qu'il semblait vouloir sortir de ma poitrine. Et c'est à ce moment-là, dans ce silence pesant qui a suivi la porte claquée, que j'ai finalement compris quelque chose de fondamental. Géraud n'avait pas peur de moi. Il n'avait pas peur de ce que je pensais ou ressentais. Il était terrifié par ce que je pourrais découvrir. Et cette peur était si grande qu'il était prêt à détruire ce qui restait de notre mariage pour me maintenir dans l'ignorance. Le lendemain, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait en 23 ans de relation. J'ai attendu qu'il parte au travail, j'ai respiré profondément, et je suis entrée dans son bureau personnel. C'était une pièce qu'il gardait toujours fermée à clé, mais ce matin-là, dans la précipitation et le désespoir de la nuit précédente, il avait oublié de tourner la clé. La porte s'est ouverte facilement quand j'ai tourné la poignée. Je suis entrée lentement, comme si j'envahissais un territoire interdit, le cœur emballé, les mains moites. J'ai commencé par les tiroirs du bureau, factures de carte de crédit, relevés bancaires montrant des dépenses normales. Rien d'inhabituel. Puis j'ai ouvert le tiroir le plus profond, celui qui se trouvait sous tous les autres, caché sous une pile de vieux magazines d'entreprise qui semblaient n'avoir jamais été lus. Et c'était là. Un dossier noir avec une étiquette simple écrite à la main au stylo rouge. Un seul mot. Reims. Mes mains tremblaient quand j'ai ouvert ce dossier. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de documents, contrats commerciaux, lettres officielles sur papier à en-tête, formulaires administratifs remplis à la main, tous datés d'il y a 24 ans, une année entière avant notre mariage. Et tous, absolument tous, portaient un nom que je reconnaissais intimement, Éléonore Vasselle. Mon nom, ma signature au bas de chaque page. Mais je n'avais jamais vu ces documents de ma vie. Je n'avais jamais rien signé de tout cela. J'ai feuilleté les pages rapidement, le cœur emballé, la respiration courte. Il y avait des procurations légales me donnant des pouvoirs que je n'avais jamais autorisés. Des autorisations pour des transferts de propriété que je ne me souvenais pas avoir accordés. Des accords commerciaux impliquant d'énormes sommes dans des transactions dont je ne savais rien. Et tout cela, chaque document, chaque signature falsifiée, chaque mensonge documenté sur papier officiel, menait à une seule destination. Une entreprise appelée Mirecourt & Associés, le nom de famille d'Alban. J'ai continué à tourner les pages en état de choc jusqu'à trouver une lettre manuscrite. L'écriture était celle de Géraud, mais plus jeune, moins ferme, moins sûre. La lettre était datée de septembre 1999, 6 mois avant qu'il ne me demande en mariage. Et ce qui était écrit là a détruit toute illusion qui restait sur mon mariage. La lettre était adressée à Alban. Géraud écrivait qu'il avait fait exactement ce qu'Alban avait demandé, que j'avais signé les documents sans poser de questions gênantes, que je ne savais rien du projet Reims et ne saurais jamais, qu'il donnait sa parole d'honneur, que le mariage était prévu pour juin de l'année suivante, qu'après cela, Alban aurait tout ce dont il avait besoin pour aller de l'avant, et qu'en échange, Géraud aurait la carrière dont il avait toujours rêvé, qu'il serait quitte.
que l'accord serait honoré des deux côtés. J'ai laissé tomber la lettre par terre. Mes jambes ont cédé. Je me suis effondrée sur la chaise de son bureau, incapable de traiter ce que je venais de lire. Géraud ne m'avait pas épousée par amour. Il ne m'avait pas choisie parce qu'il me voulait. Il m'avait utilisée. Il avait falsifié ma signature. Il avait fait de moi un outil pour un accord commercial dont je ne savais même pas qu'il existait. Il avait construit sa carrière sur le dos d'une fraude qui utilisait mon nom comme base. Je n'étais pas une épouse, j'étais une garantie. J'étais une pièce de négociation. J'étais un contrat vivant qui maintenait un accord secret fonctionnant depuis plus de 2 décennies. Et la phrase qu'il avait criée lors de cette réception, proposant d'échanger sa femme, n'était pas une blague d'ivrogne. C'était une tentative désespérée de se libérer d'un engagement qu'il ne supportait plus de maintenir. Mais Alban avait accepté l'échange immédiatement, parce qu'il savait exactement ce que Géraud essayait de faire. Et il avait clairement montré, devant tout le monde, qui contrôlait vraiment ce jeu, qui avait toujours contrôlé. Et moi, Éléonore Vasselle, je découvrais trop tard que je n'avais jamais été une joueuse. J'avais toujours été le prix. La monnaie d'échange, l'objet négociable que 2 hommes avaient utilisé pour construire des fortunes pendant que je préparais des dîners et faisais semblant que mon mariage était réel. Je passais les 3 jours suivants dans un état second, comme une somnambule traversant les gestes quotidiens sans vraiment être présente. Géraud évitait la maison avec une détermination presque pathétique. Il rentrait tard dans la nuit, bien après que je me sois couchée, et repartait avant l'aube, avant que je ne me réveille. Il prétextait des réunions urgentes, des dossiers prioritaires, des obligations professionnelles qui ne pouvaient attendre. Mais je savais exactement ce qu'il faisait. Il fuyait. Il fuyait moi, il fuyait la conversation qu'on devait avoir, il fuyait surtout la vérité que j'avais découverte dans son bureau et qu'il savait que je finirais par confronter. Je ne lui dis rien pendant ces 3 jours, pas encore, parce que j'avais besoin de comprendre l'ampleur exacte de cette trahison avant d'agir. J'avais besoin de savoir précisément ce que mon nom avait servi à couvrir pendant toutes ces années. Quelles transactions illégales avaient été menées en utilisant ma signature falsifiée, combien d'argent avait circulé dans mon dos, combien de vies avaient été bâties sur cette fraude monumentale. Alors je fis ce que n'importe quelle femme trahie aurait fait dans cette situation. Je cherchais de l'aide professionnelle. J'appelais Mathieu Grangier, un ancien camarade de l'université avec qui j'avais étudié avant d'abandonner mes cours pour travailler comme serveuse et rencontrer Géraud. Mathieu était devenu avocat spécialisé en droit des affaires et en fraude commerciale. Nous ne nous étions pas parlé depuis presque 15 ans, mais quand il décrocha et entendit ma voix, il répondit avec une chaleur immédiate qui me rappela pourquoi nous avions été si proches autrefois. Je lui racontai tout sans rien omettre. Les documents que j'avais trouvés, les signatures qui ressemblaient aux miennes, mais que je n'avais jamais tracées, le nom de Mirecourt sur chaque contrat, la lettre manuscrite de Géraud, l'accord secret scellé 1 an avant notre mariage. Mathieu m'écouta sans m'interrompre une seule fois. Quand je terminai mon récit, il y eut un long silence de l'autre côté de la ligne. Puis il poussa un soupir grave et me dit quelque chose qui me glaça jusqu'aux os. Il me dit que ce que je venais de lui décrire constituait une fraude documentaire massive doublée d'usurpation d'identité aggravée. Que si ces documents avaient effectivement servi à des transactions commerciales ou immobilières, comme je le soupçonnais, on parlait de crimes extrêmement graves passibles de plusieurs années de prison ferme. Je lui demandais combien d'années exactement. Sa réponse tomba comme une sentence. Entre 3 et 10 ans, selon l'ampleur des sommes détournées, et le nombre de victimes impliquées dans les transactions frauduleuses. Mon estomac se tordit violemment. Je lui demandai dans un murmure ce qu'il adviendrait de moi dans tout ça, si j'étais également coupable aux yeux de la loi. Mathieu me rassura immédiatement en m'expliquant que j'étais clairement la victime dans cette histoire, mais qu'il faudrait le prouver de manière irréfutable devant un tribunal. Il faudrait démontrer que je n'avais jamais signé ces documents de mon plein gré, que je n'avais jamais été informé de leur existence, que j'avais été manipulé et utilisé à mon insu pendant plus de 2 décennies. Et surtout, il faudrait que je sois prête à affronter les conséquences dévastatrices de cette révélation. Parce que si je dénonçais cette fraude aux autorités, je détruisais Géraud. Je détruisais Alban Mirecourt.
Je détruisais probablement plusieurs autres personnes impliquées dans ce réseau. Je détruisais tout l'édifice qu'ils avaient construit sur mon dos pendant 24 ans. Je fermais les yeux en serrant le téléphone contre mon oreille et je murmurais que peut-être tout cela méritait d'être détruit. Mathieu resta silencieux quelques secondes, puis me dit qu'il comprenait ma colère, mais qu'il fallait agir avec méthode et prudence. Il me demanda d'apporter tous les documents que j'avais trouvés à son cabinet pour qu'il puisse les examiner en détail et bâtir un dossier solide. Mais il me mit également en garde avec une gravité qui me fit frissonner. Il me dit que des hommes comme Albin Mirecourt, des hommes qui avaient bâti des empires sur la fraude et la manipulation, ne laissaient jamais les témoins gênants parler librement sans réagir. Que je devais être extrêmement prudente dans les jours à venir. Que je ne devais surtout pas confronter Géraud directement avant qu'on ait sécurisé toutes les preuves. Que ma sécurité personnelle pouvait être en jeu. Je raccrochais en tremblant de la tête aux pieds, glacée jusqu'au plus profond de mes os. Parce que Mathieu avait raison sur un point crucial. J'étais devenue un témoin gênant. Une menace vivante pour un système qui avait fonctionné dans l'ombre pendant des décennies. Et Alban Mirecourt savait désormais que je savais. Il savait que j'avais reçu cette mystérieuse message. Il savait probablement que je fouillais. Il savait que le silence confortable qu'il avait protégé pendant 24 ans était sur le point de voler en éclats. 2 jours plus tard, alors que je préparais les documents pour mon rendez-vous avec Mathieu, mon téléphone sonna. Numéro inconnu. Encore. Mon cœur bondit dans ma poitrine. J'hésitais longuement avant de décrocher, la main tremblante au-dessus de l'écran. Puis je pris mon courage à 2 mains et répondis. Une voix d'homme résonna dans le combiné. Calme, posée, terriblement familière. Contrôlée avec une précision qui faisait peur. Alban Mirecourt se présenta courtoisement comme si nous étions de vieux amis qui ne s'étaient pas vus depuis longtemps. Il me dit qu'il pensait qu'il était grand temps que nous ayons une conversation sérieuse. En personne, juste lui et moi, sans Géraud, sans avocat, sans témoin. Une conversation franche entre 2 personnes adultes capables de comprendre les nuances d'une situation complexe. Mon sang se figea dans mes veines. Je lui demandai avec une voix que j'essayais de garder ferme pourquoi je devrais accepter de le rencontrer. Il eut un petit rire doux, presque paternel, et me répondit que j'avais évidemment des questions auxquelles personne d'autre que lui ne pouvait répondre. Que je méritais de connaître toute la vérité avant de prendre des décisions qui changeraient irrémédiablement le cours de ma vie et celle de beaucoup d'autres personnes. Il me donna rendez-vous pour le lendemain à 15h au Café de Flore, boulevard Saint-Germain à Paris. Il insista pour que je vienne seule. Puis il raccrocha avant que j'aie pu répondre quoi que ce soit. Je restais figée sur place, le téléphone encore collé contre mon oreille, le cœur battant si fort que j'entendais le sang pulser dans mes tempes. Alban Mirecourt, l'homme qui avait manipulé toute ma vie pendant 24 ans, l'homme qui détenait toutes les réponses aux questions qui me hantaient, venait de m'inviter à une rencontre privée dans l'un des cafés les plus emblématiques de Paris. Et malgré la peur qui me rongeait les entrailles, malgré les avertissements de Mathieu résonnant encore dans ma tête, malgré toute la prudence que je savais devoir exercer, je sus immédiatement que j'allais accepter. Parce que je devais savoir. Je devais entendre de sa bouche ce qu'il avait fait de moi. Je devais comprendre pourquoi mon nom avait tant d'importance. Je devais regarder cet homme dans les yeux et exiger qu'il m'explique comment il avait réussi à voler 24 années de ma vie sans que je m'en rende compte. Le lendemain après-midi, à exactement 15h, je poussai les portes du Café de Flore. L'endroit était bondé comme toujours, rempli de touristes photographiant leur café et de Parisiens feuilletant des journaux en fumant des cigarettes. Le brouhaha des conversations se mêlait au tintement des tasses et au sifflement de la machine à espresso. Mais je le repérais immédiatement malgré la foule. Il était assis tout au fond, près de la grande fenêtre donnant sur le boulevard, impeccable dans un costume gris anthracite qui devait coûter plus que mon loyer mensuel. Ses cheveux grisonnants étaient parfaitement coiffés. Ses mains reposaient calmement sur la table. Il me vit approcher et se leva avec une courtoisie désuète qui semblait appartenir à une autre époque. Il me fit signe de m'asseoir en face de lui et commanda 2 cafés sans même me demander mon avis, comme s'il savait exactement ce que je voulais, comme s'il me connaissait depuis toujours.
Sa voix était douce, presque chaleureuse, imprégnée d'une gentillesse qui contrastait violemment avec ce que je savais de lui. Il me remercia d'être venu en me regardant droit dans les yeux avec une intensité troublante. Je coupai court aux politesses en lui disant sèchement que je n'étais pas venu pour échanger des banalités mondaines, que je voulais savoir exactement ce qu'il avait fait, ce qu'ils avaient fait, lui et Géraud, avec ma vie, mon nom, ma signature. Il sourit, un sourire triste, presque nostalgique, comme celui de quelqu'un qui s'apprête à raconter une vieille histoire compliquée, remplie de regrets et de choix difficiles. Il se pencha légèrement en avant et me dit quelque chose qui me coupa le souffle. Il me dit qu'il n'avait rien fait d'autre que sauver la carrière de mon mari, et accessoirement, la mienne aussi. Je le regardais sans comprendre et lui répondis avec une voix tremblante que je n'avais jamais eu de carrière, que j'avais passé 24 ans à être une femme au foyer invisible pendant que mon mari grimpait les échelons sur mon dos. Il hocha lentement la tête et murmura que c'était exactement le problème. Puis il m'expliqua quelque chose que je n'avais jamais su, quelque chose que personne ne m'avait jamais dit. Il me rappela que j'avais 24 ans quand j'avais rencontré Géraud, que je travaillais comme serveuse dans un café miteux du 15e arrondissement, que je n'avais pas terminé mes études universitaires, que je n'avais pas de diplôme professionnel, que je n'avais pas de famille fortunée pour me soutenir financièrement, que je n'avais rien d'autre qu'un joli visage et un nom. Il prononça ce dernier mot comme s'il avait un goût particulier sur sa langue. Vassel. Je lui demandai ce que mon nom avait de si spécial. Il sortit une enveloppe épaisse de la poche intérieure de sa veste et la posa délicatement sur la table entre nous. Il m'expliqua alors quelque chose que j'ignorais complètement sur ma propre histoire familiale. Mon grand-père, Henri Vassel, avait été un promoteur immobilier relativement prospère dans les années 70 à Reims. Il avait construit une bonne partie des immeubles résidentiels du centre-ville pendant la période de reconstruction d'après-guerre. Mais il était mort ruiné à la fin des années 80, criblé de dettes fiscales, poursuivi par l'administration, ayant perdu tout ce qu'il avait bâti dans de mauvais investissements et des affaires douteuses. Sauf que, continua Alban en tapotant l'enveloppe du bout des doigts, juste avant de mourir, Henri Vassel avait eu un dernier sursaut de lucidité. Il avait transféré toutes ses propriétés restantes, celles que les créanciers n'avaient pas encore saisies, vers une société écran créée spécifiquement pour protéger ses actifs. Et l'unique actionnaire de cette société, celle à qui revenait légalement la propriété de tout ce patrimoine immobilier, c'était sa petite-fille. Moi. Éléonore Vassel. Mon cœur s'arrêta de battre. Je le regardais fixement sans pouvoir articuler un seul mot. Il continua son explication avec un calme déconcertant. Il me dit que j'avais 6 ans à l'époque où ces transferts avaient été effectués, que je ne pouvais évidemment pas savoir ce qui se passait, que ma mère, la fille d'Henri Vassel, était déjà morte depuis plusieurs années et que mon père avait disparu de ma vie peu après ma naissance, que j'avais grandi dans des foyers d'accueil sans jamais connaître l'existence de ce patrimoine, mais que légalement, juridiquement, officiellement, je détenais la propriété d'un ensemble immobilier à Reims estimé à plusieurs millions d'euros. Bloqué par des procédures administratives complexes, inaccessibles pendant des années, mais existant bel et bien. Il ouvrit l'enveloppe et en sortit des documents que je reconnus immédiatement. C'étaient les mêmes que j'avais trouvés dans le bureau de Géraud. Les contrats, les procurations, les autorisations, les signatures falsifiées. Il les étala devant moi méthodiquement comme un croupier distribuant des cartes. Puis il m'expliqua comment il avait rencontré Géraud 25 ans auparavant. Géraud était jeune, ambitieux, brillant dans son travail mais complètement fauché et endetté après des études coûteuses. Il devait de l'argent à plusieurs personnes, dont Alban lui-même, qui l'avait aidé à payer sa dernière année d'école de commerce. Géraud voulait désespérément réussir, mais n'avait ni le capital ni le réseau nécessaire pour percer dans le milieu impitoyable de la finance parisienne. Alors Alban lui avait proposé un accord, un marché, une transaction qui changerait sa vie. Il avait fait des recherches approfondies et avait découvert l'existence de ce patrimoine Vassel bloqué à Reims. Il avait retrouvé ma trace. Moi, la petite fille orpheline qui ne savait même pas qu'elle était héritière d'une fortune immobilière. Et il avait proposé à Géraud quelque chose de simple et de monstrueux à la fois. Épouse Éléonore Vassel. Gagne sa confiance.
Fais-lui signer les documents nécessaires pour débloquer le patrimoine. Utilise son nom pour légitimer les transactions. Et en échange, tu auras ta carrière. Tu auras tout ce que tu as toujours voulu. » Les larmes montèrent malgré tous mes efforts pour les retenir. Je lui demandais d'une voix brisée si Géraud m'avait vraiment épousée uniquement pour de l'argent, uniquement pour un patrimoine dont je ne savais même pas l'existence. Alban secoua lentement la tête et sa voix se fit plus douce, presque compatissante. Il me dit que ce n'était pas aussi simple, que Géraud m'avait effectivement aimé à sa manière. Une manière maladroite, égoïste, imparfaite, mais réelle à sa façon. Seulement voilà, il m'avait aimé moins qu'il ne se craignait lui-même, moins qu'il ne craignait l'échec, moins qu'il ne craignait de rester médiocre toute sa vie. Alors il avait fait ce choix. Il m'avait épousée en sachant exactement pourquoi il le faisait. Et il avait passé 24 ans à vivre avec ce secret qui le rongeait de l'intérieur. Je me levai brusquement, incapable de rester assise une seconde de plus. Les jambes tremblantes, la vision brouillée par les larmes, je lui dis qu'il était un monstre, qu'ils étaient tous les deux des monstres. Alban se leva également avec une lenteur calculée. Il me regarda droit dans les yeux et me dit calmement qu'il n'était pas un monstre, qu'il était simplement un homme d'affaires qui avait identifié une opportunité et l'avait saisie, et que Géraud n'était pas un monstre non plus, juste un homme faible qui avait fait un choix qu'il regrettait probablement chaque jour depuis 24 ans, mais que moi, continua-t-il en s'approchant d'un pas, j'avais toujours été la clé de toute cette histoire, et que je l'étais encore maintenant. Je lui demandai avec une voix étranglée ce qu'il voulait exactement de moi. Il sourit et m'expliqua que ce soir-là, à la réception de Reims, quand Géraud avait crié cette phrase ridicule pour m'offrir en échange, il essayait en réalité de provoquer Alban, de rompre unilatéralement leur accord vieux de 24 ans, de se libérer d'une dette qu'il n'arrivait plus à porter. Alors Alban avait accepté l'échange publiquement, devant tous ses témoins, pour rappeler à Géraud qu'il ne contrôlait absolument rien dans cette histoire, que c'était Alban qui tirait les ficelles depuis le début, que c'était Alban qui décidait quand et comment les choses se passeraient. Il me tendit alors une carte de visite en carton épais, gravée de lettres dorées. Il me dit que maintenant que je connaissais toute la vérité, que tous les secrets avaient été révélés au grand jour, c'était à moi de choisir la suite. Je pouvais choisir de détruire Géraud en le dénonçant à la justice. Je pouvais choisir de détruire Alban lui-même. Je pouvais faire exploser tout ce système pourri qui m'avait utilisé pendant des décennies. Ou bien, murmura-t-il en se rapprochant encore, je pouvais choisir de prendre le contrôle, de devenir celle qui décide, de transformer ma position de victime en position de pouvoir. Je fixai la carte de visite sans la prendre. Je lui demandai s'il était devenu fou. Il sourit tristement et me répondit qu'il n'était pas fou, qu'il était simplement lucide sur la nature humaine et sur la façon dont le monde fonctionnait vraiment. Il enfila son manteau avec des gestes mesurés et me dit que j'avais 48 heures pour réfléchir sérieusement à l'offre qu'il venait de me faire. 48 heures pour décider si je voulais rester une victime toute ma vie ou si je voulais enfin devenir actrice de mon propre destin. Puis il partit calmement, laissant derrière lui un billet de 20 € pour payer les cafés que nous n'avions même pas touchés. Et moi je restais seule au milieu de ce café bruyant, debout près de la table, tenant une carte de visite qui représentait un choix impossible entre la justice et le pouvoir, entre la vengeance et l'opportunité, entre tout détruire ou tout récupérer. Je ne dormis pas cette nuit-là. Je restai assise dans le salon, plongée dans l'obscurité, les documents étalés autour de moi sur le canapé et la table basse, la carte de visite d'Alban posée bien en évidence au centre de tout ce chaos de papier. Géraud ne rentra pas de la nuit. Encore une absence, encore une fuite, mais cette fois, contrairement à toutes les autres fois depuis 24 ans, je ne l'attendis pas avec anxiété. Je ne me demandais pas où il était, ni avec qui, parce que j'avais finalement compris quelque chose de fondamental sur ma propre existence. Ma vie ne m'avait jamais vraiment appartenu. Pas à 24 ans quand j'avais rencontré ce jeune homme ambitieux dans un café où je servais des expressos et des croissants. Pas à 25 ans quand j'avais dit oui à sa demande en mariage en croyant naïvement qu'il m'aimait pour ce que j'étais.
Pas pendant ces 24 années de mariage silencieux où j'avais joué le rôle parfait de l'épouse invisible et dévouée. J'avais été une signature sur des documents que je n'avais jamais lus, une clé ouvrant des portes que je ne savais même pas exister, un moyen pour atteindre une fin que je ne comprenais pas. Mais maintenant que je savais tout, maintenant que la vérité avait été étalée devant moi dans toute sa laideur brutale, je pouvais enfin devenir autre chose. Je pouvais devenir celle qui décide, celle qui reprend le contrôle, celle qui écrit la fin de sa propre histoire au lieu de la subir. J'appelai Mathieu dès 7 heures du matin. Il décrocha avec une voix ensommeillée et inquiète. Je lui dis simplement que j'avais besoin de le voir immédiatement, que c'était urgent, que je ne pouvais plus attendre une minute de plus. Il me donna rendez-vous à son cabinet 2 heures plus tard. Quand j'arrivais, il m'attendait déjà avec 2 cafés fumants et une mallette pleine de documents légaux soigneusement organisés dans des chemises de couleurs différentes. Je m'assis en face de lui et je lui racontai absolument tout ce qui s'était passé lors de ma rencontre avec Alban Mirecourt. Les révélations sur mon grand-père, le patrimoine immobilier dont j'ignorais l'existence, l'accord sordide entre Alban et Géraud, la proposition qu'Alban m'avait faite. Mathieu m'écouta sans m'interrompre une seule fois, prenant des notes méthodiques dans un carnet noir, fronçant les sourcils de plus en plus profondément à mesure que mon récit progressait. Quand je terminai enfin, épuisé par l'effort de tout raconter encore une fois, il posa son stylo et me regarda avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. Un mélange de stupéfaction, de colère rentrée et de quelque chose qui ressemblait presque à de l'admiration. Il me demanda si je me rendais vraiment compte de ce que j'avais entre les mains à cet instant précis. Je secouai la tête parce que je ne comprenais pas où il voulait en venir. Il tapota les documents étalés devant lui et m'expliqua avec une voix vibrante d'excitation professionnelle que si tout ce qu'Alban m'avait révélé était véridique et vérifiable, alors je détenais légalement et juridiquement ce patrimoine immobilier à Reims. Ce qui signifiait que toutes les transactions commerciales qui avaient été effectuées en utilisant ma signature falsifiée au cours des 24 dernières années étaient juridiquement nulles et non avenues, annulables, contestables devant n'importe quel tribunal. Je pouvais tout récupérer, non seulement les propriétés elles-mêmes, mais également tous les profits générés par ces propriétés pendant toutes ces années où elles avaient été exploitées à mon insu. Les loyers, les plus-values, les revenus locatifs accumulés, des sommes astronomiques. Mon cœur se mit à battre plus fort. Je lui demandai ce que cela signifiait concrètement pour Géraud et pour Alban. Mathieu me regarda droit dans les yeux avec une gravité absolue et me dit que cela signifiait que je pouvais les poursuivre en justice. Les deux. Tous ceux qui avaient participé de près ou de loin à cette fraude monumentale. Que je pouvais les faire condamner pour usurpation d'identité, faux et usage de faux, escroquerie aggravée, détournement de biens. Des charges extrêmement graves qui entraîneraient non seulement la destruction complète de leur carrière et de leur réputation, mais également de lourdes peines de prison ferme. Je me levai brusquement, incapable de rester assise plus longtemps. Je marchai jusqu'à la grande fenêtre du cabinet qui donnait sur les toits de Paris, baignés dans la lumière grise du matin. Je regardais cette ville où j'avais vécu toute ma vie d'adulte sans vraiment y exister. Cette ville où j'avais été invisible pendant 24 ans. Et je sentis quelque chose se briser définitivement en moi. Pas ma force, pas ma détermination, mais cette partie de moi qui voulait encore croire que Géraud m'avait aimé malgré tout. Cette partie qui cherchait encore des excuses. Cette partie qui voulait pardonner pour ne pas avoir à affronter la douleur de la trahison totale. Je me retournai vers Mathieu et je lui demandai ce que je devais faire exactement. Il sortit un dossier épais de sa mallette et m'expliqua la procédure étape par étape. D'abord, on devait établir formellement la fraude en faisant analyser les signatures par un expert judiciaire en écriture. Ensuite, on devait rassembler tous les documents prouvant que j'ignorais complètement l'existence de ces transactions. Puis on déposerait une plainte officielle auprès du procureur. Et enfin, on entamerait les démarches pour récupérer légalement tout ce qui m'appartenait de droit depuis toujours. Je lui demandai combien de temps tout cela prendrait. Il me répondit honnêtement que ce serait long, probablement plusieurs mois, voire plus d'1 an, entre l'enquête préliminaire, l'instruction et le procès éventuel. Que ce serait douloureux
parce que tout serait rendu public, que les médias s'en empareraient certainement, que ma vie privée serait étalée au grand jour, mais qu'au bout du chemin, je gagnerais, parce que la loi était de mon côté, parce que j'étais la victime évidente, parce que les preuves étaient accablantes et indiscutables. Je respirais profondément et je prononçais les mots qui allaient changer ma vie pour toujours. Je lui dis de faire tout ce qu'il fallait, de lancer toutes les procédures nécessaires, de ne rien laisser au hasard, parce que j'en avais assez d'être invisible, assez d'être une victime silencieuse, assez de laisser les hommes qui m'avaient utilisé continuer à vivre leur vie confortable pendant que je survivais dans l'ombre de leurs mensonges. Mathieu hocha gravement la tête et me serra la main avec une force qui me donna du courage. Il me dit qu'il était fier de moi, que ce que j'étais en train de faire demandait un courage immense et qu'il serait à mes côtés à chaque étape de ce combat qui ne faisait que commencer. 2 semaines plus tard, la plainte fut officiellement déposée auprès du procureur de la République. L'enquête préliminaire débuta immédiatement. Les experts confirmèrent ce que nous savions déjà. Les signatures sur tous ces documents n'étaient pas les miennes. Elles avaient été habilement falsifiées, probablement à partir d'un modèle obtenu sur un document authentique que j'avais réellement signé à un moment donné, mais elles contenaient des variations microscopiques que seule une analyse approfondie pouvait révéler. La fraude était établie sans l'ombre d'un doute. Les médias s'emparèrent de l'affaire avec une voracité que je n'avais pas anticipée. Les gros titres s'étalaient partout. Escroquerie immobilière de grande ampleur. Cadre supérieur et directeur régional accusés d'avoir manipulé une femme pendant 24 ans. Mariage basé sur une fraude documentaire. Les images passèrent en boucle aux informations télévisées. Géraud fut arrêté à son bureau en plein milieu d'une réunion importante. Alban Mirecourt également. 2 hommes en costume impeccable, menottés, escortés par des policiers en uniforme devant les caméras de télévision. L'empire qu'ils avaient bâti sur mon dos pendant un quart de siècle s'effondrait en direct sous les yeux de millions de téléspectateurs. Et moi, pendant ce temps, je restais chez moi entouré d'avocats compétents, de journalistes insistants qui voulaient tous mon témoignage exclusif, de regards curieux et parfois compatissants de voisins que je ne connaissais même pas. Certains me traitaient comme une héroïne courageuse qui avait osé affronter le système. D'autres murmuraient dans mon dos que j'avais forcément dû savoir quelque chose, que personne ne pouvait être aussi naïf pendant 24 années entières, que j'étais probablement complice d'une manière ou d'une autre. Peut-être avaient-ils raison sur un point. Peut-être que j'avais effectivement choisi de ne pas voir certains signes, de ne pas poser certaines questions, de ne pas creuser trop profondément dans les affaires de Géraud. Parce que voir aurait signifié devoir agir. Et agir aurait signifié perdre la seule stabilité que j'avais connue dans ma vie d'adulte. Mais maintenant, je voyais tout avec une clarté brutale. Et j'agissais avec une détermination que je ne me connaissais pas. Le procès dura exactement 6 mois du début à la fin. 6 mois d'audience interminables, de témoignages déchirants, de confrontations douloureuses avec un passé que j'aurais préféré ne jamais avoir à revivre publiquement. Géraud plaida coupable dès le début, probablement sur les conseils de ses avocats qui avaient compris que nier face à l'accumulation de preuves ne ferait qu'aggraver sa situation. Il témoigna avec une voix brisée, admettant tout ce qu'il avait fait, expliquant comment Alban l'avait manipulé 25 ans auparavant en lui promettant la carrière de ses rêves en échange de ce service apparemment simple. Il affirma qu'il m'avait réellement aimé à sa façon, que les remords l'avaient rongé pendant toutes ces années, que la phrase qu'il avait criée lors de cette fameuse réception était en réalité un appel au secours désespéré d'un homme qui n'en pouvait plus de vivre dans le mensonge. Alban Mirecourt, en revanche, se défendit jusqu'au dernier moment avec une arrogance glaciale. Il nia avoir falsifié quoi que ce soit personnellement. Il affirma qu'il avait simplement proposé une opportunité d'affaires légale à Géraud et que ce dernier avait pris l'initiative de franchir la ligne rouge sans son consentement explicite. Il présenta des documents censés prouver que j'avais signé certains papiers en connaissance de cause. Mais les experts les démontèrent un par un, révélant d'autres falsifications, d'autres manipulations, d'autres couches de mensonges accumulées au fil des décennies.
Le verdict tomba un mardi après-midi pluvieux de novembre. La salle d'audience était bondée de journalistes, de curieux, de gens venus assister à la chute spectaculaire de 2 hommes autrefois respectés. Le juge prononça les sentences d'une voix ferme et implacable. Géraud Vasselle fut condamné à 3 ans de prison ferme pour faux et usage de faux, escroquerie et complicité de fraude. Alban Mirecourt écopa de 5 ans de prison ferme pour les mêmes chefs d'accusation aggravés par sa position d'autorité et son rôle d'instigateur principal. Tous leurs biens furent saisis. Toutes les transactions frauduleuses furent annulées. Et moi, Éléonore Vasselle, je récupérais officiellement et légalement tout ce qui m'avait toujours appartenu sans que je le sache. Les propriétés immobilières à Reims, les profits générés par ces propriétés pendant 24 ans, les loyers accumulés et non versés, les plus-values réalisées lors de certaines ventes, des millions d'euros, un patrimoine dont je ne soupçonnais même pas l'existence quelques mois auparavant. Mais l'argent ne guérit pas toutes les blessures. Il ne rend pas les années perdues à vivre dans l'ombre d'un mensonge monumental. Il ne répare pas la confiance brisée en 1000 morceaux. Il ne comble pas le vide immense, creusé par la découverte qu'on a été aimé, non pas pour ce qu'on est, mais pour ce qu'on représente sur des documents officiels. 1 an après la fin du procès, je me tins devant l'un des immeubles de Reims que mon grand-père avait construit dans les années 70. Un beau bâtiment de 6 étages en pierre calcaire blonde, typique de la région, avec des balcons en fer forgé et de grandes fenêtres qui laissaient entrer la lumière. Un bâtiment que j'avais légalement possédé pendant toute ma vie adulte sans jamais le savoir. Je levai les yeux vers la façade patinée par le temps, et pour la première fois depuis très longtemps, depuis cette nuit horrible où tout avait commencé dans une réception élégante, je sentis quelque chose qui ressemblait à de la paix. Pas du bonheur, pas encore, mais une forme de sérénité fragile, née de la certitude que je contrôlais enfin ma propre existence. Parce que ce bâtiment n'était pas juste un immeuble parmi d'autres. C'était une preuve tangible et indiscutable. La preuve que j'existais, que j'avais toujours existé, même quand 2 hommes m'avaient réduite à une simple signature falsifiable, même quand mon propre mari m'avait traité publiquement d'arruiné, même quand j'avais cru pendant des décennies que je n'avais aucune valeur propre au-delà de mon rôle d'épouse invisible et dévouée. J'étais Éléonore Vasselle, héritière d'un patrimoine construit par mon grand-père, propriétaire légitime de biens immobiliers dans plusieurs quartiers de Reims. Et surtout, enfin libre de décider de mon propre avenir sans que personne ne tire les ficelles dans l'ombre. Quelques mois plus tard, je pris une décision qui donna un sens nouveau à tout ce que j'avais traversé. Je transformai l'un des immeubles les plus grands en centre d'aide juridique et psychologique pour femmes victimes de manipulations financières et de violences économiques. Un endroit où celles qui avaient vécu ce que j'avais vécu pouvaient trouver de l'aide professionnelle gratuite, des conseils légaux compétents, une oreille attentive qui comprenait vraiment leurs douleurs sans les juger. J'embauchais des avocats spécialisés, des psychologues formés au traumatisme lié à l'abus financier, des assistantes sociales capables d'orienter les femmes vers les ressources disponibles. Parce que j'avais appris quelque chose de fondamental durant cette épreuve, qui avait failli me détruire, mais qui m'avait finalement reconstruit d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Le silence protège toujours les coupables, jamais les victimes. Tant que les femmes comme moi restent silencieuses par honte ou par peur, tant qu'elles acceptent d'être invisibles pour ne pas faire de vagues, les hommes qui les manipulent continuent à prospérer dans l'impunité la plus totale. Mais quand une femme trouve enfin le courage de parler, de dénoncer, d'exiger justice, elle ouvre la voie pour toutes celles qui viendront après elle. Et moi, Éléonore Vasselle, je n'allais plus jamais me taire. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Cette question me hante encore aujourd'hui, même après tout ce chemin parcouru. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez en ce moment ont peut-être vécu quelque chose de similaire. Peut-être pas exactement la même trahison, pas exactement les mêmes mensonges, mais cette sensation terrible de découvrir que la vie qu'on pensait connaître n'était qu'une façade soigneusement construite par quelqu'un d'autre. Pendant des décennies, j'ai cru que garder le silence était une forme de dignité, que ne pas faire de vagues était une preuve de maturité,
que accepter l'indifférence faisait partie du contrat tacite d'un mariage qui dure. Combien d'entre vous ont pensé la même chose? Combien d'entre vous se sont dit qu'il valait mieux ne pas regarder de trop près, ne pas poser certaines questions, ne pas ouvrir certaines portes parce que ce qu'on pourrait trouver derrière serait trop douloureux à affronter? Je comprends cette peur. Je l'ai portée pendant 24 ans. Cette peur qui murmure qu'il vaut mieux vivre dans une illusion confortable que d'affronter une vérité qui pourrait tout détruire. Mais ce que j'ai appris, ce que la vie m'a enseigné de la manière la plus brutale possible, c'est que la vérité finit toujours par éclater. Et plus on attend, plus l'explosion est violente. Aujourd'hui, je voudrais vous demander quelque chose qui vient du plus profond de mon cœur. Si mon histoire a résonné en vous d'une manière ou d'une autre, si elle a touché une corde sensible, si elle a réveillé des souvenirs ou des émotions que vous pensiez avoir enterrées, partagez-le avec moi dans les commentaires. Dites-moi d'où vous m'écoutez en ce moment, de quelle ville, de quel pays, de quel coin du monde. Parce que savoir que je ne suis pas seule, que d'autres femmes ont traversé ces épreuves et ont survécu, cela me donne une force que rien d'autre ne peut donner. Et surtout, dites-moi franchement, auriez-vous pris la même décision que moi? Auriez-vous eu le courage de tout détruire pour récupérer votre dignité? Ou auriez-vous choisi un autre chemin? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Chaque femme fait ce qu'elle peut avec les ressources qu'elle a à un moment donné de sa vie. Je ne juge personne. Je veux simplement créer un espace où nous pouvons parler librement de ces choses dont on ne parle jamais assez. Parce que voyez-vous, le silence protège toujours les coupables, jamais les victimes. Tant que nous restons silencieuses par honte ou par peur du jugement, tant que nous gardons ces histoires enfermées dans nos cœurs comme des secrets honteux, les hommes qui nous manipulent continuent à prospérer dans l'impunité la plus totale. Mais quand une femme trouve le courage de parler, de témoigner, de dire tout haut ce qu'elle a vécu, elle ouvre une porte pour toutes celles qui viendront après elle. Alors, je vous en supplie, ne restez pas spectatrice silencieuse de cette histoire. Faites-en partie, commentez, racontez votre propre expérience si vous le pouvez. Ou simplement dites-moi que vous avez écouté, que vous avez compris, que vous êtes là. Parce que c'est dans ces moments de partage authentique que nous créons une communauté de femmes qui se soutiennent les unes les autres au lieu de se juger. Et si cette histoire vous a vraiment touché, si elle vous a fait réfléchir sur votre propre vie ou sur la vie de quelqu'un que vous aimez, abonnez-vous à cette chaîne. Parce que ce n'est pas la dernière histoire que je vais partager. Il y a tant de femmes comme moi qui ont des récits à raconter, des vérités à révéler, des leçons à transmettre. Et ensemble, nous pouvons créer un espace où ces voix sont enfin entendues. Vous savez, j'ai longtemps pensé que ma valeur dépendait de l'opinion que les autres avaient de moi. Que si mon mari me trouvait insignifiante, c'est parce que je l'étais réellement. Que si j'étais invisible dans mon propre mariage, c'est parce que je ne méritais pas d'être vue. Mais aujourd'hui, je sais que c'était un mensonge. Le plus grand mensonge qu'on puisse faire croire à une femme. Notre valeur n'a jamais dépendu de ceux qui refusent de la reconnaître. Elle existe en nous depuis toujours, même quand nous l'oublions, même quand on nous fait croire qu'elle n'existe pas. Et le jour où nous décidons de la réclamer, de la faire respecter, de ne plus accepter d'être traités comme si nous ne valions rien, ce jour-là, tout change. Alors laissez-moi vous poser cette dernière question, celle qui compte vraiment. Qu'allez-vous faire de cette vérité? Allez-vous continuer à vivre dans le silence ou allez-vous oser utiliser votre voix? Commentez, partagez, abonnez-vous. Faites partie de cette communauté de femmes qui refusent d'être invisibles plus longtemps. Parce que votre histoire compte. Votre voix compte. Et ensemble, nous sommes plus fortes que nous ne l'avons jamais été seules. Merci de m'avoir écouté, du fond du cœur. Merci.